Face à face, bonsoir à tous. Une heure de débat entre Jean-François Copé et Éric Zemmour. Au sommaire de ce débat, 3 grandes parties. La droite doit-elle être identitaire ou débonnaire, souverainiste ou européiste? Comment réinventer la droite d'aujourd'hui et s'échapper du spectre de l'ancien monde? Et puis, la droite doit-elle être protectionniste ou libérale? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Jean-François Copé, bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Vous êtes maire de Meaux, vous êtes avocat, vous avez été ancien ministre du budget, délégué de l'Intérieur, vous étiez ancien président de l'UMP. Vous avez publié l'an dernier avec Laurent Alexandre « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie » chez Lattès, ou encore un peu plus tôt, c'était en 2016, le sursaut français, et c'était chez Stock. Alors, on va parler de la droite ce soir. Je rappelle que vous êtes la première grande figure politique de droite qui débattait avec Éric Zemmour dans Face à Face depuis le début de l'émission. Comment expliquer, Jean-François Copé, le revirement d'Emmanuel Macron sur les questions de sécurité, d'identité, comme on l'a vu avec la loi de séparatisme ou son appel à la refondation de Schengen? Le président, est-ce qu'il est en train d'accomplir ce que la droite n'avait pas osé accomplir avec Nicolas Sarkozy? Que nous ayons, nous, à droite, manqué un certain nombre de rendez-vous, ça c'est sûr, dans un certain nombre de domaines, la sécurité, l'immigration, on en a suffisamment parlé, puis on a eu le temps d'en parler depuis 8 ans qu'on a perdu le pouvoir. Que Macron veut rattraper les choses, oui, c'est une réalité, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, ce qu'il fait, on n'aura pas besoin de le faire après, en espérant qu'il le fasse vraiment. Mais je crois qu'au-delà de ça, notre sujet, il est plus profond. Et moi, la raison pour laquelle je suis venu à votre invitation, Éric Zemmour, pour débattre avec vous, qui, d'une certaine manière, maintenant, n'êtes plus tout à fait un journaliste, vous êtes un débatteur, et nous, on vient à notre tour de bête face à vous, sur un contexte que, d'ailleurs, vous avez assez largement préparé. Je voyais vos sujets, c'était très amusant. Donc, la droite, elle est identitaire, ça c'est la bonne, ou débonnaire, limite débile. Moi, j'ai entendu ça, près de souverainiste ou européiste. Moi, on m'avait dit que c'est pas moi qui ai fait les thèmes, mon cher Jean-François Copé, et on m'avait dit qu'on vous les avait donnés avant. Non, alors justement, on m'a demandé, mais je vais vous dire, juste pour finir, parce que tout ça n'a aucune importance, mais ce qui surtout est intéressant, et c'est pour ça ensuite que je suis venu, c'est parce que, évidemment, il m'arrive de vous lire, de vous voir, de vous entendre, et puis en plus, vous le savez, j'ai pris un peu de recul par rapport à la politique nationale depuis le désastre de 2017 pour la droite, et si j'ai eu envie de le faire, c'est parce que j'ai d'une certaine manière eu envie que ceux qui nous écoutent, et qui pour beaucoup d'entre eux sont des gens qui adhèrent à vos thèses, entendent les raisons pour lesquelles je considère que la droite ne doit en aucun cas faire d'alliance avec les idées que vous défendez. On peut avoir des points communs sur tel ou tel sujet, mais le fait que vous ayez profondément changé de ce que vous étiez, de ce que vous êtes devenu. Je vais vous dire, allez-y. On se connaît depuis de très très nombreuses années, puisque j'ai commencé la politique quand vous étiez jeune journaliste. Exactement. J'ai connu un journaliste engagé, talentueux, toujours souriant, et qui avait pour particularité, et je m'en souviens très bien, d'être plutôt assez ouvert. Et au fil des années, j'ai vu un Éric Zemmour se transformer, toujours talentueux, toujours souriant, mais en un idéologue, en quelqu'un qui a construit une doctrine, laquelle doctrine a un énorme avantage, c'est qu'on a tous besoin, c'est consubstantiel à l'histoire de l'humanité, d'avoir des idéologies sur lesquelles on puisse se raccrocher. Sauf qu'il y a un moment où il faut sortir du caractère fermé, du carcan des principes, quand on est confronté à la réalité. Et à ce moment-là, on devient un homme d'action. Parce que la différence entre celui qui est dans un système et celui qui va dans l'action, c'est que celui qui va dans l'action, il faut qu'il s'adapte. Ça s'appelle le pragmatisme. On a des très beaux exemples dans l'histoire, à commencer par quelqu'un dont vous citez beaucoup le nom, mais qui pourtant a votre différence, c'est le général de Gaulle, qui a montré un pragmatisme totalement sorti des carcans idéologiques. Donc, si je dis ça, c'est simplement parce que, et c'est en cela que ce débat peut être intéressant entre nous, je voudrais essayer de montrer, puis vous le ferez de votre côté, que je vous montrerai sans doute que j'ai tort, qu'en réalité, il y a une antinomie totale entre le discours que vous défendez, sur lequel vous arc-boutez, on en parlera dans un instant, et la manière dont je crois, moi, que la droite doit, un jour, peut-être, si elle retrouve le cœur des Français, porter de manière efficace une politique publique. Éric Zemmour vous répond. Alors, je vous remercie beaucoup. Je tiens à dire que, avant tout, et vous savez que je suis sincère, ce n'est pas moi qui ai posé ces thèmes.
C'est la zémorisation des esprits. Exactement. On n'a même plus besoin de lui exactement. Et qu'on m'a dit sur ce plateau qu'on vous les avait proposés auparavant et donc que c'est vous qui aviez suggéré ces thèmes. Vous voyez, c'est intéressant, mais on réglera ça ailleurs. Vous réglerez ça. Oui, je réglerai ça ailleurs. Moi, je suis beau joueur, je prends vos sujets. Mais moi je prends. Messieurs, on peut parler de tout, des thèmes. Bien sûr, mais moi je prends le libre. thème que vous avez là posé et auquel je vais répondre avec grand plaisir. Effectivement, on se connaît depuis longtemps. Je me souviens à peu près la campagne, la fameuse campagne Balladur-Chirac. Fondatrice. Absolument. Pour ma génération. Oui, pour moi, c'est Maastricht. Vous voyez, c'est déjà une première différence entre nous. Et ça explique beaucoup de choses d'ailleurs. Deuxième chose, effectivement, vous m'avez gentiment catalogué comme un journaliste talentueux et sympathique et souriant. Engagé et ouvert. Exactement. C'était autrefois. Bon, déjà, non, je n'ai pas changé du tout. Maintenant, vous dites, enfin, j'espère d'être toujours souriant, en tout cas. Oui, et vous dites, aujourd'hui, vous êtes devenu un idéologue. Je ne crache absolument pas sur ce mot. Pour moi, c'est un mot positif. Avoir une idéologie, ça veut dire qu'on a une vision du monde, ça veut dire qu'on a une conception du monde, et qu'on regarde ce qu'il se passe dans le monde avec sa conception du monde. Absolument. Bon. Et donc, ça permet d'avoir une grille de lecture, et ça permet de comprendre le monde, alors évidemment avec sa vérité, avec sa grille de lecture, mais ça permet au moins de comprendre le monde. Quand vous faites l'éloge du pragmatisme, le pragmatisme n'est utile que s'il y a une idéologie derrière. Absolument. Sinon, c'est... vous vous souvenez de votre phrase magnifique de Chirac empruntée à Jean Guiton, être dans l'air du temps, c'est avoir le destin d'une feuille morte. Et c'est exactement le destin de la droite. Et c'est exactement le destin, le vôtre, de Jean-François Copé et de tous les autres, de tous les sarkozystes, de tous les chiraciens. En vérité, qu'est-ce que c'est la chiraquie dont vous êtes le produit le plus abouti? C'est la soumission à l'ère du temps au nom du pragmatisme. C'est le contraire exact du général de Gaulle. Vous dites, le général de Gaulle était un pragmatique. Non, non. Il avait une idéologie. Simplement, il n'était pas un idéologue, je vous l'accorde volontiers, et il pouvait s'adapter, changer, etc. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Vous aviez un corpus idéologique hérité du général de Gaulle, et vous n'avez gardé que le pragmatisme. Mais ça ne marche pas comme ça. Et donc vous avez trahi les électeurs qui vous croyaient gaullistes, qui vous croyaient de droite, au nom du pragmatisme. En vérité, au nom du pragmatisme, vous avez fait ce que la droite a toujours fait, c'est-à-dire se soumettre à la gauche depuis la Révolution française. Alors, d'abord, soyons très très clairs sur les mots. Bien sûr qu'il n'y a rien de médiocre à être un idéologue. Bien sûr. Par contre, quand vous dites que l'idéologue, c'est celui qui comprend le monde, non. C'est celui qui donne son interprétation. Ce qui n'est pas la même chose. Bien sûr. Et si je vous dis ça, c'est parce que je voudrais aller un peu plus loin. C'est quoi votre idéologie, à vous ? Votre idéologie, c'est celle qui consiste, en fait, et c'est le côté système, et c'est pour ça que c'est terriblement dangereux, les idéologies, c'est de présenter la société française comme une société irréconciliable. C'est-à-dire que pour des raisons pédagogiques, et d'ailleurs les idéologues sont toujours très efficaces dans leur pédagogie, vous avez présenté les choses en expliquant en gros que c'était fichu, que c'était la nation contre les individualistes, que c'était naturellement la grandeur passée, mais tellement passée, face au déclin du présent et de l'avenir, que c'était bien sûr le français contre l'étranger, l'occidental contre l'oriental, pour ne pas dire, bien sûr aussi, vieux fonds de commerce chez vous, le catholique contre le musulman, de telle manière que, si on va au bout de la logique, sans même que vous ayez besoin d'y aller vous et qu'on vous écoute, pour peu qu'on soit dans une période un peu difficile, où il y a des tensions, des défis à relever, on se dit, finalement, il n'y a pas d'autre solution que l'affrontement. Il faut aller à la bagarre, il faut se battre, il faut la guerre. Et moi, je pense, contrairement à vous, que ce genre de schéma, il est formidable sur les plateaux de télé. Ça peut même être, pour tout vous dire, j'ai envie de vous dire, bien joué, un filon. Une bonne manière d'avoir un fonds de commerce. Et je dois dire que de ce point de vue, vous faites mieux que moi. Vous vendez des centaines de milliers de livres. Moi, mon sursaut français, bien écrit, chiffré, argumenté, j'ai obtenu que ma famille le lise. Ça s'est arrêté là. C'est mais le moins qu'on... Absolument. C'est heureusement qu'ils l'ont lu.
Sauf que, à la fin de la journée, je continue à penser que mon livre, Le sursaut français, c'était un vrai programme de gouvernement, ça l'est toujours. Gouverner par ordonnance, réformer en profondeur, assumer, gérer le calendrier du quinquennat, le faire avec une vraie vision. La vérité, c'est que votre fonds de commerce à vous, celui qui consiste à présenter les choses sous la forme d'un affrontement, ben ça a son public, mais ça crée des tensions énormes, et ces tensions-là, en réalité, elles ne sont absolument pas solubles dans l'action. Elles le sont sur les plateaux de télé, et elles le sont finalement pour les extrêmes. Et vous êtes donc de facto devenu celui qui a repris intégralement, et je l'ai lu, vu et vérifié, le programme de Jean-Marie Le Pen. Éric Zemmour vous répond. Alors, essayons de répondre point par point. Ouais. Vous me dites, j'ai un système qui pousse à l'affrontement. D'abord, vous me dites, j'ai un fonds de commerce. On va évacuer ça tout de suite. Mais ça n'a Je rien n'ai ni un d'exorant. fonds, ni je ne fais pas du commerce. Je défends des idées. Oui. Non, c'est pas la même chose. Pardonnez-moi, fonds de commerce a un petit fonds méprisant qui veut dire que je fais de l'argent avec des idées qui ne sont pas vraiment sincères, ce qui est tout le contraire. Mais ça peut être un fonds de commerce intellectuel, vous avez non, votre public... et Mais ça je n'a n'ai rien- pas de fonds de commerce. Bah, Je ne fais si. pas du commerce. Je suis désolé. Je défends des idées. C'est-à-dire que quand vous traitez les autres de traîtres, ça vous pose pas de problème. Quand on a le malheur de vous faire observer Mais- que vous avez un filon qui fonctionne, vous le vivez mal. On a le droit d'avoir un avis différent. il y a Mais pas de drame. je ne le vis pas mal. Je vous Un peu réponds. quand même. Pas Je du trouve. tout. Ah, je vous assure, pas du tout. Bon, mais c'est bien. Mais je vous réponds, c'est tout. Vous savez, moi, je prends rien de mal. J'ai été insulté, brocardé, traité mais Éric de Zemmour, fils vous avez- d'Hitler. attendez, non, Donc, attendez, si vous Éric- savez, moi, Non, mais attendez. commerçant, c'est pas une Alors, insulte. Mon père était commerçant. Hein. Éric Et ça me va Zemmour- très bien. Hein. Dans la technique, Bah. dans le filon dont je Donc. parlais tout à l'heure, il y a aussi le côté victimaire. Non, non, il n'y a Éric pas de Zemmour côté attaqué- mais victimaire. À moi, vous pouvez pas le faire. Mais coup je de le la fais pas victime. du tout. J'en ai suffisamment Je pris vous dis aussi. simplement, Alors, je vous dis On simplement, laisse Éric Zemmour je répondre. vous dis simplement que ce n'est pas un fonds de commerce. Moi, je ne cherche pas à avoir des gens qui me suivent alors que je ne crois pas à ce que je dis. Je crois à ce que je dis et c'est ça que les gens comprennent en me voyant et en me lisant. Et ça fait une grande différence avec beaucoup de politiques qui disent tout et leur contraire. Mais on va venir à la suite. Oui, Ça, c'est pour dire un truc. C'est-à-dire mais que non, vous, non, 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 vous, non, non. vous êtes totalement cohérent, les autres sont totalement incohérents. Ah non, non, il y a des gens cohérents. Ah, d'accord. Mais je ne suis pas le seul cohérent. J'essaye d'être cohérent, c'est tout. Je n'arrive pas toujours. Ah, merci. Mais non, je n'y arrive pas toujours. Eh ben, c'est bien parce que c'est exactement là-dessus que je voudrais qu'on débatte. Ah ben, Bon, très bien. alors, messieurs, Alors, Éric attendez, Zemmour, non, non, oui, je vais chaud. vous répondez sur l'affrontement, l'opposition. Absolument, voilà. Et ensuite, absolument. on passe à autre chose. Si vous voulez bien mes Absolument. petites questions quand même Bien après. sûr. Alors, D'accord. non, parce qu'il ne veut pas des questions. Non, mais Donc je vais quand même moi, les je vais poser. débattre. Je les pose quand même. Je vais venir sur son terrain. J'accepte le débat sur son terrain. Quand vous dites j'explique la situation comme un affrontement et que je pousse ainsi à l'affrontement, il faudrait savoir. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, effectivement, une guerre de civilisation sur le sol français. Et d'ailleurs, sur tout le sol de l'Occident. Je considère que nous avons fait une folie, je dis bien une folie, en faisant venir une immigration venue du Sud, de culture musulmane, en nombre énorme, colossal, et ça continue. Et Monsieur Copé, vous n'avez absolument rien fait pour arrêter cette submersion migratoire. Vous n'avez absolument rien fait, vous, comme les autres leaders de droite. Au contraire, quand vous étiez au pouvoir, ça s'est aggravé, comme depuis 20 ans à peu près. Et en plus, je pense que ce conflit de civilisation est donc nourri par le nombre et qu'il est inexpiable. Et qu'après, on a le choix entre deux solutions. Soit on se couche, soit on cède, et c'est votre méthode, soit on dit non, il faut arrêter. Alors vous allez me dire, vous poussez à l'affrontement et donc vous provoquez des tensions. Mais encore une fois, vous ne montrez que là, votre soumission à la gauche. C'était exactement l'argument de la gauche. Ce n'est pas moi qui crée les tensions, ce n'est pas moi qui décapite Samuel Paty, ce n'est pas moi qui tue dans les églises à Nice, ce n'est pas moi qui a tué, qui a armé Mohamed Merah. Ça existe. Et ce n'est pas moi non plus, Monsieur Copé, qui fait que dans d'innombrables banlieues, il y a aujourd'hui un écosystème islamiste, même Monsieur Macron le reconnaît aujourd'hui, qui fait que, pourquoi il y a un écosystème islamiste ? Tout simplement parce que c'est la rencontre entre une idéologie, parce que vous aimez les idéologies, donc là vous devriez voir dans l'islam une idéologie qui n'est pas seulement une religion, mais qui est une loi avec un L majuscule et un système politique, et le nombre qui fait que
il y a effectivement dans nombre de quartiers aujourd'hui un écosystème islamique qui va de la boucherie halal, qui va à l'association sportive islamisée, qui va à l'école, à la maison où on apprend le Coran et qui finit dans la violence, etc. C'est ce monde-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, Monsieur Copé. À la limite, vous en êtes beaucoup plus responsable et beaucoup plus coupable. Et une dernière chose, quand vous dites « je pousse à l'affrontement », non. Simplement, j'analyse l'affrontement qui vient si on ne fait rien et si on continue à élire des gens comme vous. C'est pas pareil. Alors, Jean-François Copé, vous allez répondre. Je vous ai laissé évidemment dire tout ça. Je vous ai laissé parler. Mais c'est très bien. Non, mais vous n'allez pas me faire le numéro de vous êtes responsable de. Vous n'êtes pas seul responsable. Je ne suis pas seul responsable. Loin de là. Je n'ai jamais été en charge des destinées du pays, autrement que dans les ministères qui m'ont été confiés et pour lesquels je crois avoir montré une certaine efficacité, je pense en particulier au budget, et lorsque j'étais à la tête de la droite française, je vous rappelle, et c'est pour ça que je vous écoutais poliment, mais enfin, que je suis un des premiers à avoir dénoncé la montée de l'islamisme radical. Je vous rappelle qu'avec d'autres, j'ai initié une loi pour interdire le port de la burqa. Je vais vous dire ce que je vous rappelle que j'ai porté un débat à la tête de l'UMP sur la laïcité qui m'a valu les foudres du Parti socialiste, Martine Aubry ayant co-signé à l'époque dans le Nouvel Observateur une pétition où elle co-signait avec Tariq Ramadan et Laurent Fabius une demande officielle que l'UMP retire le débat que j'organisais sur la laïcité, et j'en passe. Donc dans ce domaine-là, il y a une chose qui est certaine, vous n'allez pas me chercher sur l'angélisme. Deuxième point. Je vais quand même. Deuxième point, écoutez, vous ferez comme vous voulez. Enfin, on va dire que vous aurez plus de mal qu'avec d'autres. Beaucoup plus de mal. Deuxième point, pardon. Je vous entends me décrire tout ça. Je vous rappelle que vous avez devant vous quelqu'un qui est maire de Meaux et qui donc a été confronté très directement à la réalité de cette société et des difficultés auxquelles nous avons à faire face. Et là où je disais au début de mon propos que la grande difficulté de celui qui est idéologue, c'est qu'il s'interdit, à la faveur des événements, d'adapter ses propos à une action concrète. C'est que moi, j'ai fait l'inverse. À Meaux, j'avais, lorsque j'ai été élu, 56% de logements sociaux, dont 100% sur la moitié de la ville, 27 nationalités différentes, des quartiers très tendus, une violence extrême, et j'ai trouvé des solutions, et des solutions qui ont marché, et qui m'ont laissé à penser donc que l'on pourrait le faire pour notre pays. Ça consiste en quoi ? Oui, j'allais vous poser la question. Eh bien, j'arrive. Et c'est pour ça que de temps en temps, je me dis quel dommage qu'Éric Zemmour profite de la période où nous sommes masqués pour pouvoir, de manière tout à fait anonyme, prendre un peu de temps pour voir ce qu'un certain nombre de maires, très concrètement, ont fait, loin de ces théories. Malheureusement, on me reconnaît quand même malgré le masque. Loin de ces théories, je vous protégerai. Merci. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le boulot, comme on dit ? Vous voyez que j'ai besoin d'être protégé quand même chez vous. Oui, enfin, c'est moi qui m'occuperai de votre protection. Tout se passera très très bien. Et puis d'ailleurs, à certains égards, vous pouvez, avec la violence de vos propos, rendre des services, même aux plus extrémistes, qui se disent vous êtes le rempart idéal. Mais donc, pour aller au bout de ce que je voudrais vous dire, qu'est-ce qu'on a fait à Meaux ? Comme dans un certain nombre d'autres villes, on a cassé les tours. À la place, on a mis des immeubles de 4 étages. On a mis l'accession à la propriété avec des logements sociaux. On a mis une police municipale armée. 24 heures sur 24, des caméras de surveillance. On a diminué la délinquance par 2. On a déghettoisé. On a créé partout des parcours de réussite. Je ne vous dis pas que ça marche partout super bien, je veux juste dire une chose. On a établi avec l'ensemble des communautés religieuses, donc y compris avec la communauté musulmane, des relations permanentes, avec des lieux de culte officiels, sécurisés, avec lesquels nous discutons régulièrement. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait, Éric Zemmour. Je suis juste en train de vous dire que, comme par hasard, dans des quartiers où ce travail-là a été fait, les choses se sont apaisées. Juste pour terminer, je vous ai là aussi laissé dire, mais bien sûr qu'il faut être d'une dureté totale, et le mot de guerre est approprié pour lutter contre l'islamisme radical et ses déviances terroristes. Vous ne voulez pas trouver encore un adjectif avec un pré radical, parce que pendant que vous y êtes. Mais moi, je fais partie de ceux qui trouve parfaitement débile, puisque vous avez l'air d'ironiser là-dessus, débile, de ne pas faire la différence entre ces gens-là qu'il faut combattre, et avec tous les moyens de la République, et en vérité, contrairement à ce qu'on raconte, les moyens, on les a, il faut juste les déployer et les assumer, et de l'autre, nier, comme vous le faites trop souvent, des parcours de réussite formidables chez un certain nombre de nos compatriotes qui sont issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, qui sont musulmans, qui pratiquent leur religion et qui par ailleurs font des réussites remarquables dans tous les domaines.
l'entreprise, l'administration, les arts, les sports. Et naturellement, c'est tellement incompatible avec votre idéologie que vous n'en parlez jamais. Et ça n'est pas minoritaire, ce sont d'innombrables Français. Jean-François Copé, Éric Zemmour vous répond. Mais messieurs, j'aimerais bien tout à l'heure que vous puissiez me répondre sur la droite. Pourquoi est-ce qu'elle est inaudible? Elle est légitime sur la sécurité, inaudible aujourd'hui. Donc il répond et vous me répondez. Promis, je vous réponds. Éric Zemmour. Alors vous m'avez fait 2 numéros classiques. D'abord le numéro de l'élu local qui a réussi à désarmer les difficultés. C'est quelque chose que vous avez vous-même jamais vécu. Non, mais je n'ai pas vécu, mais accordez-moi que... Jamais voulu le faire. Mais j'ai jamais voulu être élu local, vous avez raison, je n'étais pas engagé là-dedans au départ, donc vous avez tout à fait raison. Maintenant, si les élus locaux avaient réglé la question, ça se saurait. La ville de Conflans-Sainte-Honorine, où le Tchétchène est arrivé pour décapiter Samuel Paty, est une ville on ne peut plus tranquille. Bien sûr. Si la politique de la ville avait réglé quoi que ce soit et les 40 milliards qu'a balancé Jean-Louis Borloo en cassant les tours, si casser les tours, ça permettait de régler la question, on le saurait. C'est un mythe, monsieur Copé. Vous parlez de quelque chose que vous connaissez mais pas. Voyons, allez, faites-moi le coup l'élu local sur le terrain contre l'idéologue. Que vous niez cette réalité. Mais je ne la nie pas. Vous êtes dans le mythe. Vous êtes dans le mythe. C'est vous qui l'êtes. Non, pas du tout. Vous êtes dans le mythe. La preuve, mais la preuve, c'est que ça ne règle rien. Parce que le maire de Nice est mauvais. Parce que le maire de Conflans-Sainte-Honorine est mauvais. Parce que tous ces gens sont nuls. Tous les gens où il y a des problèmes sont nuls. Il n'y a que Jean-François Copé qui a réussi à régler la question. Qui a dit? Mais je parle de ce que vous avez dit. C'est pour dire un truc. Mais pas du tout. Juste parce que vous avez envie de dire un truc. Pas du tout. Vous avez dit que avec une politique d'élu local, vous réglez la question. C'est faux. C'est faux. D'abord, il faut une politique nationale. Il faut une politique nationale d'arrêt de l'immigration. Et ce que vous faites, c'est vider la mer avec une cuillère, en vérité. Mais tous les élus locaux honnêtes me le disent. J'en parle avec eux. Et ils me disent qu'ils n'y arrivent pas. Qu'ils n'y arrivent pas, malgré que la politique de la ville n'a absolument rien réglé. Même la Cour des comptes sort récemment un rapport pour dire que la politique de la ville a échoué. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire. Attendez, parce que je vous ai vraiment... Alors, Éric Zemmour terminé. C'est absurde. Okay, je suis désolé, c'est absurde. Mais attendez, que ce soit dur, qu'on ne réussisse pas tous, c'est une évidence. Mais nier que c'est en déghettoisant, en sécurisant les quartiers qu'on arrive à avoir une bien meilleure connaissance des choses et à dire stop à des abus, le nier, c'est ne pas voir ce qui se passe à Nice, à Mantes-la-Jolie. Et dans d'innombrables villes où ça a marché. Bon, vous niez, c'est pour ça, vous niez vouloir répondre à mes questions sur la droite, messieurs. Pardon. L'assassinat épouvantable de Samuel Paty ne s'est pas passé parce que c'était à Conflans-Sainte-Honorine, mais parce que le malheureux professeur, lorsqu'il s'est exprimé, a été l'objet d'un processus monstrueux dont l'enquête montre bien, malheureusement, les irradiations dans une partie de notre société. Jean-François Copé, la droite dans tout ça. Et la droite mais c'est faux, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous savez très bien que ça s'est passé à l'école. Donc ça n'a rien à voir avec le Tchétchène et les réseaux sociaux. Ça a commencé à l'école, la mise en cause de Samuel Paty. Et que c'est à l'école, c'est dans ce quartier-là qu'on a alerté. Et le Tchétchène d'alerte n'ont pas fonctionné. Le Tchétchène, je vous rappelle qu'il a été accueilli en 2010, donc sous le mandat de Nicolas Sarkozy, alors que les Russes disaient, oui, c'est en lien avec la politique d'immigration. Et deuxièmement, quand vous avez dit tout à l'heure, vous niez les parcours individuels de réussite d'enfants de l'immigration maghrébine africaine. Je ne le nie absolument pas. Absolument pas. Il y a évidemment des gens valeureux qui réussissent. Je fais 2 distinguos. D'abord, le distinguo entre intégration et assimilation. Et ce n'est pas la même chose. Il peut y avoir des gens qui s'intègrent très bien, qui sont des gens de valeur, mais qui ne s'assimilent pas à la culture française. Parce que ça, on a renoncé à cette machine-là. Deuxièmement, vous pourrez toujours trouver des cas individuels. Mais ils sont innombrables. Ils sont innombrables. Sauf que ce n'est pas les individus qui comptent dans cette histoire. C'est toujours la phrase de Benjamin Constant, tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre que parce qu'il est à l'auteur de l'autre. Dès qu'il entre dans une masse, il n'est plus libre. Aujourd'hui, nous avons dans d'innombrables quartiers des masses. Nous n'avons plus des individus, avec un contrôle religieux et social qui est mis en œuvre à la fois par les imams et par les caïds de la drogue. Et c'est dans d'innombrables
véritable quartier. Sauf ça n'a rien à voir avec vos cas individuels qui sont très valeureux, mais qui ne règlent pas la question de la masse. Zemmour, sauf lorsque ces fameux imams sont identifiés et poursuivis comme ils doivent l'être lorsqu'ils portent atteinte aux lois de la République. Sauf de la même manière quand les trafics de drogue sont démantelés. Si vous voulez les démanteler... Ils ont été démantelés depuis 20 ans, vous avez raison. Mais c'est un combat de tous les jours. Mais c'est un combat de tous les jours. Ma différence avec vous par rapport à cela, c'est que dans le combat qu'on mène, non pas encore une fois, je le répète, dans les livres ou sur un plateau de télévision, mais sur le terrain, sur la base d'une politique publique, il y a des jours on gagne, des jours on perd. Mais quand on constate qu'au bout d'un certain nombre d'années, dans une ville que l'on a travaillé activement, quartier par quartier, immeuble par immeuble, la délinquance diminue de moitié, comme c'est le cas dans les villes que vous avez citées. Elle se déplace ailleurs, vous le savez très bien. Écoutez, elle se déplace ailleurs. Une seule chose. Donc pas une le seule même chose, sujet. monsieur Copé. Et enfin, dernier point, pardon, juste que je voudrais vraiment... Jean-François Copé, moi j'aimerais bien qu'on puisse parler quand même de la droite. C'est parce que vous pensez que la droite est morte que vous ne voulez pas en parler. La droite est morte, non mais c'est fini, je veux dire, non mais on enterre, on parle pas du tout de la droite. Elle n'est pas en grande forme. Parlons-en, j'aimerais bien qu'on puisse aborder quand même ces questions. On a fait le tour de vos querelles, on vous a bien entendu. Je m'y attelle, mais il faut qu'on en parle. Je m'y attelle. Et je vais d'ailleurs faire la transition qui va très bien aller avec notre échange de l'instant. Ne pensez pas une seconde que parce que on essaye de trouver un bon équilibre entre la fermeté indispensable et la reconnaissance des parcours de réussite, on ferait dans je ne sais quel angélisme. Si tout allait très bien, ça se saurait. Et d'ailleurs, le discours que vous tenez, il est évidemment adossé, c'est plus facile, c'est comme ça d'ailleurs que se nourrissent les extrémistes, extrême droite comme extrême gauche, sur des réalités concrètes. La droite... Et je rebondis sur ce que dit Christine. Je vais faire le lien moi aussi en répondant. La droite. Ensuite, Éric Zemmour vous répondra. Pourquoi elle ne va pas bien? Elle ne va pas bien tout simplement parce qu'elle n'a pas fait ce pourquoi elle avait été élue. Et elle trimballe ce boulet depuis des années. La grande difficulté de la droite, c'est qu'elle a eu beaucoup de mal à cause de l'atmosphère ambiante, d'une certaine pensée unique. Je l'ai suffisamment dénoncé quand j'ai théorisé la droite décomplexée. Qui fait que, sur un certain nombre de sujets clés où elle était attendue, l'immigration, des mesures beaucoup plus fermes sur le regroupement familial, dont on parle depuis des années dans nos programmes, et quand il s'agit d'appuyer sur le bouton, on ne le fait pas. De sécurité. Je vois encore cette malheureuse pantomime sur l'article 24 pour savoir si on doit autoriser des gens à mettre en pâture sur les réseaux sociaux le nom, les visages des policiers ou de leurs enfants. Comment peut-on même encore avoir ce débat alors qu'il aurait dû être tranché sans difficulté sur ces sujets-là? La droite, parce qu'elle n'a pas fait ce pourquoi elle a été élue, a été désavouée. Et donc, en réalité, notre feuille de route aujourd'hui, parce que les années ont passé depuis la défaite de 2012, c'est d'essayer de reconstruire une nouvelle donne qui soit assumée et qui, en clair, fasse ce que la droite n'avait pas fait et ce que Macron ne va pas faire non plus. Éric Zemmour. Et ce, sans compromission, avec une extrême droite qui a en réalité comme fonds de commerce... C'est pas que le vôtre, mais comme vous m'avez mis dans le même sac, je vous mets dans le même sac. Finalement, que ce fonds de commerce-là soit celui des problèmes qui ne sont pas résolus, parce que quand un problème est résolu, c'est pas bon pour les extrêmes. Éric Zemmour vous répond. Alors, premièrement, je voudrais d'abord, parce que depuis le début de notre conversation, vous répétez cela, le combat des idées est loin d'être méprisable. Ah bah oui. Et le combat des idées est loin d'être négligeable. Mais il est majeur. Il est majeur, et c'est justement parce que vous l'avez perdu et parce que vous avez renoncé, vous, quand je dis vous, la droite chiracienne et sarkozyste, parce que vous l'avez perdu et que vous avez renoncé à le mener, qu'on en est arrivé là. Ça, c'est une première chose. Donc, faux, ça. Ne venez pas me reprocher de mener le combat que vous n'avez pas mené. Je mène le combat des idées. Et c'est essentiel, puisque la gauche domine les idées depuis au moins 1945. La droite n'a pas fait et encore plus 68. Voilà. Donc, ne venez pas me reprocher ça. Deuxièmement, quand vous dites que je suis à l'extrême droite, je pense... C'est ce que vous dites. Pas du tout. Mais je pense que ces concepts sont désuets. Je pense qu'il n'y a plus d'extrême droite, plus d'extrême gauche, puisqu'il n'y a plus de droite et de gauche. Donc, de toute façon, ça n'existe plus, tout ça. Souvenez-vous, vous avez commencé votre vie politique juste après, mais vous n'allez pas renier vos aînés. Souvenez-vous des états généraux de l'opposition RPR-UDF en 1990. 1990. Qu'est-ce qu'il disait? Vous vous souvenez de ça? Il disait fin du regroupement familial, suppression du droit du sol, préférence nationale pour les allocations familiales et
L'islam est incompatible avec la République française. Et nous ne pouvons pas avoir deux civilisations sur le même sol. C'est écrit noir sur blanc, signé par Valéry Giscard d'Estaing, paix à son âme, Jacques Chirac, paix à son âme, Alain Juppé, François Bayrou, Alain Madelin. Donc tous ces gens étaient d'extrême droite. C'est ça que vous êtes en train de me dire, puisque je ne dis pas autre chose. Donc, si tous ces gens sont d'extrême droite, il faut me le dire. Maintenant, moi, j'estime que simplement ce clivage extrême droite, extrême gauche, tout ça, ce n'est rien. Vous reprenez les concepts de la gauche. Vous reprenez les concepts de la gauche qui estime, depuis la Troisième République, on pourrait remonter même à la Révolution française, qui est républicain et qui ne l'est pas. Moi, je ne rentre pas dans ce schéma-là. Je pense qu'il y a aujourd'hui un débat très simple, très simple. Est-ce qu'on défend l'identité de la France et le droit du peuple français à conserver ses mœurs, son esprit, sa spécificité, sa culture sur son sol, ou est-ce qu'on estime qu'au nom du droit des individus, on n'a pas à respecter ce droit-là et on doit se fondre dans une globalisation, une société multiculturelle où, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, on va vers une société créolisée où toutes les cultures se confrontent comme ça sur le même sol. En refusant la première et en la traitant d'extrême droite, vous êtes au service de la seconde. Jean-François Copé vous répond. Vraiment, c'est bien là qu'on est en différence. Et c'est très bien qu'on en parle. Quand je vous disais tout à l'heure que la substance même de la doctrine que vous défendez, c'est celle d'une société irréconciliable et qui mène à l'affrontement, je viens à nouveau de l'entendre. À partir du moment où vous dites qu'il y a incompatibilité totale, vous venez de le dire, entre la France, les valeurs de la France et l'islam, vous rentrez par définition, dès lors que la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas depuis aujourd'hui, depuis toujours, depuis 30 ans, vous rentrez obligatoirement dans l'idée de dire, parce que si on pousse la question suivante, on dit, alors M. Zemmour, on fait quoi alors avec ceux qui sont là, les musulmans qui sont là? On leur dit, tant pis, vous partez. Mais évidemment que c'est ça qui ne va pas. Monsieur... Alors moi, non, mais juste je termine. Ah oui, moi je propose autre chose. Je propose que, comment dire, on essaie d'être un peu, clair sur les principes, et bien organisé sur la manière de faire. Et cette manière de faire, finalement, elle consiste à être extrêmement ferme avec ceux qui font n'importe quoi. Et de ce point de vue, il y a tout à rattraper. Ah, d'accord. C'est facile. Surtout pour vous qui ne serez jamais dans l'action. De juste compter les points. Moi, j'estime que je suis dans l'action, monsieur Copé. Beaucoup plus que vous en tant qu'élu local, excusez-moi. Non, attendez. Excusez-moi. La guerre des idées, c'est beaucoup plus dans l'action politique que, excusez-moi, que casser des barres et dire, regardez, on a réglé le problème. D'abord, arrêtez de vous excuser, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, 3 fois que vous me dites excusez-moi. Et deuxièmement, l'action, c'est de prendre des décisions quand on est confronté à des réalités. Mais ce n'est pas de l'action que vous faites. Mais arrêtez de me parler. C'est de l'assistanat social. Non, mais écoutez. C'est pas de l'action que vous faites. Moi, je vais vous dire. Vous n'êtes pas dans l'action. Ça, c'est un leurre. Excusez-moi. Dites que vous aimez pas. C'est pas de la politique. Dites que vous n'aimez pas ce que font les maires. Dites que ça vous intéresse pas. Mais ne dites pas que nous ne sommes pas dans l'action. Et surtout, ne venez pas mélanger ce qui relève du métier du maire de celui de dirigeant d'un pays. J'ai exercé des responsabilités nationales, j'exerce des responsabilités locales, je vous promets que j'arrive à faire la différence. Bon, je dis simplement que là où sur le terrain on agit, on a des résultats. Je dis d'autre part que cela n'enlève rien au fait qu'au niveau national, une nouvelle politique doit être conduite. Cette politique ne peut pas être celle qui consiste simplement à faire croire aux gens qu'on va sauver la France en interdisant le regroupement familial. Ça peut traiter un problème d'immigration pour le futur, ça ne traite pas le problème qui est déjà sur notre sol. Vous avez raison. Bon, sur notre sol, il y a un certain nombre de mesures à prendre, que la droite aurait dû prendre, que parfois elle a prises, pas suffisamment. Jamais. Écoutez, ne dites pas jamais. Il y a eu une période où, comme par hasard, quand on a mis les moyens en matière de lutte contre la délinquance, avec des moyens policiers, lorsque l'on a pris un certain nombre de dispositions dans les écoles, ça a marché. Sauf que ça n'a jamais tenu longtemps parce que les gouvernements successifs n'ont pas tenu la ligne. En réalité, c'est ça qu'il faudra faire demain. Et c'est là-dessus que j'ai préconisé une droite qui soit décomplexée, c'est-à-dire que sans faire aucune alliance avec une extrême droite
théorique et qui a une histoire, parce que l'extrême droite française, elle a une histoire. Vous en faites parfois la démonstration quand vous allez sur l'inacceptable, comme lorsque vous vous lancez dans des défenses absurdes sur le maréchal Pétain, ou stupide quand vous expliquez à des dames qui ont des noms à consonance orientale que vraiment c'est un gros handicap dans la vie. Mon épouse s'appelle Nadia, je vous assure qu'elle est, mais alors, très heureuse, très fière d'être française, et tout se passe très très bien pour elle dans son parcours. C'est très intéressant ce que vous donc, dites. ça montre quoi? Que ce type d'excès, je termine là-dessus, ce type d'excès n'a aucun sens, et que ce qui compte aujourd'hui, c'est de réécrire une copie républicaine face à des dérives qui sont inacceptables, qu'elles viennent d'ailleurs de l'Orient ou de l'Occident. Monsieur Copé, vous tenez le discours habituel, c'est-à-dire que vous croyez établir un équilibre entre la fermeté et l'humanisme, et en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre. Quand je vous dis, excusez-moi, vous me dites il faut être ferme et il faut être républicain. Mais c'est des mots creux, monsieur Copé. Bien sûr que ce sont des mots creux. Vous me donnez l'exemple du prénom. La République, monsieur. La République, c'était pas monsieur. Votre meilleure journée, reconnaissez-le. Non, alors je vais vous dire, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Qu'est-ce que c'est que la République, monsieur Copé? La République, pendant 2 siècles, de 1800 à 1993, a imposé des prénoms dans le calendrier attendez, mais repartez pas sur ce combat absurde. Laissez-moi finir, mais c'est pas possible. Avouez quand vous l'avez quand même lancé sur la question. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que la République, c'est l'assimilation. Et que si on a des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'on a renoncé à l'assimilation et qu'on a renoncé... Non, vous n'êtes pas d'accord, puisque vous vous moquez de cette histoire des prénoms. Or, cette histoire des prénoms, c'est le b.a.-ba de l'assimilation. Et quand mais oui, et quand vous dites qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont là, vous réglez rien, etc., etc. C'est très simple, je fais comme a toujours fait la République, justement, que vous citez à tort et à travers et à contresens. Je vais vous donner un exemple. L'historien Pierre Milza, que nous avons connu tous les deux, qui était notre grand professeur à Sciences Po, à tous les deux, qu'on respecte tous les deux, et qui était un enfant de l'immigration italienne, a écrit un livre sur cette immigration italienne. Et il a donné des chiffres parlants. Il a expliqué que entre 1870 et 1940, étaient venus en France 3 millions d'Italiens. Et vous savez combien il en est resté? Il en est resté 1 million. Pourquoi? Tout simplement parce que les règles de l'assimilation étaient très strictes et que les gens, d'abord, il n'y avait pas toutes ces allocations sociales, il n'y avait pas également le regroupement familial à tout va comme il a été libéré en 1975, et surtout, il y avait des règles d'assimilation strictes qui faisaient que ceux qui voulaient s'assimiler restaient, ceux qui ne voulaient pas s'assimiler partaient ou étaient renvoyés quand ils n'avaient plus de travail. C'était ça la République, monsieur Copé, que vous invoquez à tort et à travers pour faire le contraire. Et c'est pour ça que la droite, puisque Christine veut absolument nous mettre dans la droite, et on va en parler maintenant, c'est pour ça que la droite n'a plus d'électeurs. Parce qu'elle a passé son temps à renoncer à ce qu'elle disait. Elle a fait le contraire de ce qu'elle disait. Et quand vous parlez de la droite décomplexée, mais vous vous êtes décomplexé un jour, quand vous avez parlé du pain et chocolat, et vous vous êtes cru après complètement dispensé, comme la gauche vous est tombée dessus et les médias vous sont tombés dessus, vous avez cru que vous étiez pour toujours un iconoclaste. Et après, vous êtes retrouvé dans le giron bien chaud de vos complexes vis-à-vis de la gauche, et que vous montrez encore ce soir. Oui. Laissons-le vous répondre. Je vous sens vraiment très passionné par ce sujet, mais passionné partout. Oui, si vous avez raison. Mais du coup, ça vous fait. C'est le sort de la France. Mais du coup, ça vous fait dire des choses qui sont plus la réalité, parce que j'ai moi-même dit tout à l'heure, et donc je suis très clair là-dessus, que la droite a perdu parce qu'elle n'a pas fait ce pourquoi elle avait été élue. Mais pour autant, il faut là aussi faire preuve d'observation de la réalité d'aujourd'hui. Vous comme moi, parce que nous avons quelques points communs dans nos origines familiales, nous sommes des produits de l'assimilation. Je n'ai pas connu votre père, mais moi, le mien, né en France, mais d'origine roumaine, a été élevé et nous a élevés dans la reconnaissance de ce qu'on doit à la France. Nous a élevés dans le fait qu'effectivement, il fallait parler français sans accent, qu'il fallait garder la religion à la maison et vivre pleinement et le mieux possible au milieu ce qu'ils appelaient à l'époque des Français. Absolument. Bien. Tout ce qu'on n'impose plus. Ils partaient à la guerre défendre les couleurs de la République. Française.
française. Ils défendent les couleurs de la France, monsieur. Mon Pas de grand-père, la République. par exemple, mon grand-père, médecin, a été engagé médecin militaire et en 1940 a reçu la Croix de guerre, dans le cadre de cette période si douloureuse de 1940, avant de recevoir une lettre d'un ministre du maréchal Pétain, le fameux qui s'occupait, paraît-il, de préserver les juifs français. Mon grand-père était français, à qui il a appliqué de sa blanche main le statut des juifs. Je rappelle d'ailleurs sur ce sujet, votre fameux maréchal Pétain, il y a aujourd'hui des documents qui montrent qu'il a corrigé de sa main, c'est aux archives nationales, le maréchal Pétain, le statut des juifs de 40 pour aggraver le texte. Bien, juste pourquoi je vous fais cette remarque? Ce modèle d'assimilation n'a pas empêché que, avec les années post-Deuxième Guerre mondiale et la décolonisation, arrivent des gens qui n'étaient pas d'Italie, qui n'étaient pas chrétiens, qu'on a fait venir sur notre sol, sans toujours leur donner les codes d'accès. C'est une très grave erreur que nous avons commise. Ok, mais sans doute. Mais nous sommes aujourd'hui en 2020, avec des gens qui n'ont pas connu le parcours de l'assimilation, qui ont connu un parcours beaucoup plus accidenté. Et aujourd'hui, notre situation. Et aujourd'hui, alors que faut-il faire? Eh bien, justement. Face à eux, que faut-il faire face aux violences policières? Que faut-il faire avec les délinquants? Que faut-il faire avec les mineurs? Eh bien, je vais vous dire, sur tous ces sujets, c'est maintenant à la droite, parce qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas la majorité pour le faire et qu'il a bien des difficultés à convaincre. C'est maintenant à la droite d'essayer de construire sa feuille de route, parce que, comme vous l'avez dit, les réponses, on les a, en réalité. Vous me parlez de la délinquance, vous me parlez de l'organisation de l'islam, vous me parlez de la fermeté vis-à-vis de l'islamisme radical. Sur tous ces sujets, il faut juste maintenant faire ce qu'on écrit depuis des années. Alors quoi, concrètement? Mais ça veut dire concrètement, sur l'immigration, il y a exactement des mesures que nous avons écrites, elles concernent le regroupement familial, on l'a mis dans nos programmes, il faut le faire. Il y a des quotas économiques, il faut l'assumer. Tout ça doit être fait. Tout ça est un rideau de fumée. Les quotas. Savoir. Mais non. Parce que vous ne le faites jamais et vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas pour deux raisons. Et je vais vous dire pourquoi vous ne le faites pas. Vous ne l'avez pas fait dans le passé et pourquoi vous ne le ferez pas. Pour deux raisons. D'abord parce que vous ne reprendrez pas le pouvoir, a priori, puisque la droite LR est morte comme le PS est mort. Parce que je pense que ces deux partis sont morts et ont trahi... Comme ça, c'est gentil de m'avoir accepté quand même sur votre plateau. Mais j'ai plaisir à discuter avec vous. J'ai pas dit que vous étiez mort. Alors, messieurs, on discute, et on essaie de répondre à mes questions. J'ai dit que le parti que vous représentez est selon moi mort. Et qu'il y a comme ça... Mais que la droite ait besoin de se refonder au-delà de LR, ça c'est une certitude. Messieurs, si vous permettez, après je vous donne la parole, excusez-moi, je vous en prie, mais parce que je reviens sur vous, pardon, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que, pour le regroupement familial, on l'arrête, on continue? Les allocations familiales pour les délinquants, on arrête, on continue? J'aimerais savoir votre vision pour la droite sur ces sujets-là, parce que je n'ai pas très bien compris. Et ensuite, Éric Zemmour vous répond. En réalité, vous l'avez bien compris, l'un des grands problèmes, c'est qu'on mélange tout. C'est-à-dire que vous avez la question de l'immigration, qui est un premier sujet, vous avez la question de la lutte contre la délinquance, la criminalité, qui en est un second, et puis vous avez la question de la lutte contre l'islamisme radical, qui en est un troisième. Bon, c'est des sujets séparés pour vous. Mais bien sûr que c'est des sujets séparés. Évidemment. C'est ça notre désaccord. Alors l'immigration, qu'est-ce qu'on fait? C'est un de nos innombrables désaccords. C'est notre désaccord fondamental. Mais bien sûr, oui. Absolument. Vous avez des délinquants. C'est pour ça que vous traitez jamais rien. Éric Zemmour, vous avez... C'est pour ça que vous traitez jamais rien. Vous avez des délinquants qui ne sont pas immigrés, vous avez des délinquants qui ne sont pas des islamistes radicaux, vous avez donc des situations très différentes et il faut les traiter séparément et avec la même efficacité, la même fermeté. Donc sur l'immigration, en réalité, la batterie de mesures, on la connaît par cœur, il faut juste qu'on la mette en œuvre. On a dit que sur le regroupement familial, il ne s'agit pas de le supprimer intégralement, il s'agit de le resserrer avec des contraintes beaucoup plus fortes que ce qu'a décidé Emmanuel Macron en rouvrant les vannes. Il faut de la même manière, sur la délinquance, avoir une politique pénitentiaire digne de ce nom. Comme on n'a pas de place de prison, on n'a pas de politique pénitentiaire. Et donc, on libère allègrement des gens qui n'ont pas leur place aujourd'hui parce que les parcours de sécurisation ne sont pas faits. Donc, il faut être beaucoup plus ferme. Sur la question de l'islamisme radical, il y a à mener une bataille qui est à la fois, bien entendu, officielle, mais aussi avec des moyens de renseignement infiniment plus importants. C'est une véritable bataille. Et de mon point de vue, c'est un modèle d'État qu'il faut reconstruire. Un modèle d'État qui va bien au-delà, avec d'un côté l'autorité qui s'impose, et de l'autre, on en parlera en parlant d'économie, de progrès. Parce qu'il y a aussi tous les autres sujets dont il faut qu'on parle. Tout ce que vous venez de dire... c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Pas du tout. On ne le fera jamais, d'ailleurs on est mort. J'ai entendu, vous m'avez fait ce numéro. Laissez-le répondre. Il nous reste 15 vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pas de raison que j'ai dit LR est mort, pas vous. Éric Zemmour, 15 bonnes minutes pour continuer. Et tout ce que vous venez de dire peut très bien être repris à son compte par Jean-Christophe Cambadélis, le socialiste avec qui j'ai débattu il y a 15 jours, et qui le prendrait au mot près.
Deuxièmement, Non, mais ça, mais j'en suis sûr, je peux vous dire, j'ai débattu avec lui il y a 15 jours. j'ai vu votre débat. Bah alors parce que voilà, j'ai fait l'effort, du coup. il peut dire la même chose. Il peut dire la même chose. Sauf qu'il ne l'a pas dit. Mais la même chose, il a dit la même chose. Non, il a peut-être même dit plus que vous. Non. En plus, mais si. Et lui n'aura jamais la majorité pour le faire, parce que vous l'avez bien vu, toute la partie PS mais vous non plus. qui aujourd'hui compose la Mais majorité vous non plus, vous n'aurez pas la de ça. majorité, vous non plus. Alors, sans une alliance, on parlait les Français au moment des votes, peut-être. Non plus, vous ne l'aurez pas sans une Alors grande qu'est-ce qu'il aura alors la majorité? C'est Madame Le Pen, du coup? Non, pas du tout. Il faut une grande alliance. Il faut une grande alliance. Des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Laissez-le répondre, Jean-François Copé. Excusez-moi, juste pour prendre le pouvoir. Le principe même de l'alliance, c'est qu'il y a des gens avec qui ont des désaccords. Entre le PS de Mitterrand et le PC de Georges Marchais, il y avait beaucoup de désaccords. Et ils ont quand même conquis le pouvoir. Donc là, il doit y avoir une alliance entre ce qu'on peut appeler... Non, mais parce que c'était une autre idéologie. Ce qu'on peut appeler le rassemblement des patriotes, des conservateurs et des classes populaires, d'une partie de la bourgeoisie patriote et des classes populaires. Et ça passe par effectivement un grand rassemblement qui comprendrait le Front National. Mais parenthèse fermée. C'est pas une parenthèse. C'est un sujet majeur. Mais bien sûr, mais je n'ai pas fini de vous répondre. Oui, enfin c'est un sujet qui est majeur. Mais je suis d'accord. Parce qu'en réalité, la grande c'est majeur absolument, je suis d'accord. Entre l'extrême droite dont vous parlez et la droite que nous essayons de ressusciter, c'est que la droite, c'est une droite de gouvernement. Ça n'est pas une droite idéologique. Votre droite de gouvernement n'est pas une droite, c'est un centre. Et il est soumis à la gauche. Donc, mais si, vous l'avez démontré depuis 30 ans. Excusez-moi. Pas du tout. Au même titre que l'extrême droite que vous défendez est soumise à des mouvements identitaires dont on connaît les racines et qui n'ont rien à voir ni avec la République, ni avec la démocratie, ni avec l'idée que je me fais du respect de l'individu. Vous plaquez, alors vous me parliez d'idéologue tout à l'heure, mais alors là, vous plaquez des concepts idéologiques qui ont 70 ans. Moi, vous me mettez au PS, l'un après l'autre. Moi, vous me mettez au PS, et vous, ça vous gêne pas que je vous mette avec Maurras? Moi, rien ne me gêne. Mais j'ai lu Maurras. Et il y a des choses très intéressantes et très intelligentes, absolument. Et le général de Gaulle, a beaucoup lu Maurras aussi. Mais vous avez vu qu'il a fait son miel du général de Gaulle. Enfin, il a fait de Maurras, justement. Oui, mais enfin, vous avez vu que justement, et c'est en ça que je parlais pragmatisme, c'est que le général de Gaulle n'a jamais incarné, à aucun moment dans l'action qu'il a conduite, le maurassisme. Mais c'est faux. Dans politique étrangère, il a incarné le maurassisme. Relisez de qui il a Tanger et vous comprendrez. Excusez-moi de vous le rappeler. D'accord. Celle-là, vous ne l'avez encore jamais faite. Mais je vous le dis. Je vous enverrai les pages si vous voulez. La connexion intellectuelle entre la politique étrangère du général de Gaulle et les discours de Maurras. Parce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas lu de qui il a Tanger. Lisez de qui il a Tanger, qui est un des livres majeurs de Maurras sur la politique étrangère. Et je peux même vous donner les pages. Comme ça vous fera gagner du temps, qui vous permettront de voir que toute la politique étrangère, je dis bien toute la politique étrangère, jusqu'à Vive le Québec libre, est écrite dans ces pages de qui à Tanger. Le Québec libre est en soi l'illustration de la politique étrangère du général de Gaulle. Jusqu'à. Vous savez très bien que c'est pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un basculement. Mais bon, revenons à notre sujet. Quand vous dites on sait très bien les mesures qu'il faut prendre et tout ça, c'est faux. C'est faux, parce que vous refusez de les prendre, vous refusez de prendre les mesures les plus radicales, parce que ça va à l'encontre de la réglementation européenne et du droit européen et de ce que vous appelez l'état de droit. En vérité... Rien n'interdit la France de ne plus donner accès à l'aide médicale d'État gratuite pour les étrangers irréguliers. Oui, pour l'aide médicale d'État, oui, tout à fait, j'ai jamais dit ça. Voyez, voilà un exemple. J'ai jamais dit ça. L'aide médicale d'État, c'est 1 milliard, voire 2 milliards au maximum. Probablement plus de, oui. Ouais, bon. On est loin de ce qu'il faudrait faire. Si jamais on voulait vraiment suspendre le regroupement familial, on aurait un affrontement avec l'Europe. Non, vous avez d'autres pays qui sont beaucoup plus stricts. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire que les gouvernements... Je ne mets pas l'Europe à toutes les sauces. C'est juste du courage politique qu'on n'a pas. Je veux simplement vous faire comprendre... Vous savez très bien qu'il y a un présupposé juridique et idéologique en faveur de l'immigration qui innerve les institutions européennes et qui fait que les Français sont toujours sous pression et qu'ils cèdent à ces pressions. Parce que vous avez tout à fait raison, il y a des pays, comme le Danemark par exemple, qui n'y cèdent pas. Donc déjà, si on pouvait imiter le Danemark, ça serait très bien. Il y en a beaucoup d'autres, regardez. Recentrons le débat. Éric Zemmour, est-ce que la droite n'a pas le problème de toutes les formations politiques, justement, celui de vouloir effectivement avoir un programme et de ne jamais l'appliquer? Si vous voulez, ça, c'est pas qu'elle peut jamais l'appliquer. Comme toutes les formations politiques. Elle l'applique en partie.
je pense qu'elle y a renoncé. J'ai cité tout à l'heure les États généraux de l'opposition en 1990. Alors là, rien n'a jamais été appliqué. Vous me l'accorderez volontiers. Je parlerai même du programme de 95 que Jacques Chirac a envoyé promener 3 mois ou 6 mois en octobre par rapport à mai. Ça fait 3-4 mois après son élection. Je parlerai de l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007 au pouvoir, qui a fait de magnifiques discours écrits par Henri Guénaud sur la grandeur et l'indépendance de la France, et qui s'est empressé, de faire adopter le traité de Lisbonne que le peuple français avait refusé 2 ans plus tôt, et de rapatrier les institutions militaires françaises dans les institutions militaires intégrées de l'OTAN pour mieux se soumettre aux États-Unis. Enfin, mais tout ça avec le discours gaulliste. Mais non, mais écoutez, je m'en souviens très bien. Mais la réintégration dans le 38e comité de l'OTAN, c'était parce qu'on en avait marre, nos états-majors aussi, que comme on n'y était plus, on n'avait pas d'informations sur les opérations militaires qui étaient conduites. Oui, c'est vrai, c'était dommage, vos états-majors n'avaient plus les ordres des Américains. Donc c'est pas qu'ils n'avaient plus les ordres, mais ils avaient quand même les ordres puisqu'on était dans les coalitions. Sauf qu'on n'était pas coordonnés. C'était tout ça pour des principes qui avaient beaucoup de sens en 1966, mais qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Ah oui, vraiment. Bah oui, d'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, moi je crois exactement l'inverse. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OTAN n'a plus aucune légitimité puisqu'il n'y a plus l'URSS. Mais vous pensez le contraire, donc il faut toujours se soumettre aux États-Unis. Non, pas du tout. Je pense simplement qu'il faut... Non, mais ce que je pense foncièrement, c'est que l'Europe doit maintenant construire son système de défense. Et que malheureusement, la manière dont le président Trump a terminé son mandat a été une nouvelle illustration du fait qu'on ne peut plus, évidemment, et ce depuis d'ailleurs un certain temps, compter sur autre chose que sur nous, Européens. Et j'espère qu'on va réussir à convaincre. Parce que pour l'instant, la France fait une bonne partie du boulot. Parce que vous croyez à la défense européenne, évidemment. C'est pas que j'y crois, c'est que je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, bien sûr. Mais oui, on est dans les années 2020 maintenant, les temps ont changé. Et on voit bien que les Américains, ayant coupé le cordon ombilical avec l'Europe, pour des raisons que je regrette, mais c'est comme ça, nous obligent à prendre notre destin en main. Et que notre pays, la France, qui est un pays magnifique, ne peut pas à lui tout seul le faire. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis profondément européen, alors je vous vois lever les yeux au ciel, j'imagine qu'on doit être tous les deux sur écran, et que votre communication non verbale fait partie de votre système, je voudrais quand même dire, je crois profondément, bien sûr que si, je pense profondément que l'Europe est l'échelle à travers laquelle nous pouvons organiser notre résistance au reste du monde. Vous avez l'Asie, vous avez les États-Unis, l'Europe est la taille pertinente pour faire face à ces défis. À nous d'être plus forts. Il nous reste 7 minutes et Éric Zemmour vous répond sur l'Europe. D'abord, il n'y a pas d'Asie. Il y a la Chine qui domine l'Asie, qui est hégémonique et qui se dispute avec les Américains. Deuxièmement, l'Europe, là je vous reconnais bien là, est notre échelle et sans l'Europe on ne peut rien faire. Ah oui. Il y a pourtant des pays plus petits que nous et qui se défendent très bien et qui ont une souveraineté militaire bien indépendante et bien forte et bien puissante. Et deuxièmement, quand vous dites l'Europe, la défense... Vous pensez à quoi, la Suisse ? Mais à beaucoup de pays. À beaucoup de pays. Genre genre Taïwan, genre Israël, genre... Ils sont tout petits. Ils sont tout petits et ils se défendent vigoureusement. Ils se défendent parce qu'ils ont heureusement pour eux des alliés. Oui, mais parce que vous croyez que... Oui, parce que vous croyez... Mais j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas d'alliés. La situation de Taïwan à la situation de la France, pour quelqu'un qui prétend que la France doit être un grand pays, je sais pas de quoi on parle. Je vous montre justement qu'il y a des petits pays qui se défendent. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Et est-ce que vous croyez que la France n'aurait pas d'alliés ? J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas qu'elle ait d'alliés. Les alliés, ça ne veut pas dire une défense européenne. Une défense européenne, ça veut dire que la France n'a plus de souveraineté militaire. Non. Et ça veut dire qu'elle se fond... Mais si, monsieur Copé. Ça veut dire qu'elle se fond dans une défense européenne dont en plus... C'est simplement qu'on essaie de voir si avec d'autres pays européens, on peut avoir des moyens militaires plus importants pour, par exemple, ne pas être les seuls à intervenir au Mali. Oui, mais ça s'appelle des alliances. Ça s'appelle pas la défense européenne. Si c'est au sein de l'Europe, c'est plus intégré. Oui, mais ça passe pas par la Commission de Bruxelles. Ça passe par les pays qui voudront bien le faire, et la Commission la validera. Donc ça s'appelle des alliances, c'est bien ce que je dis. Si c'est à l'intérieur de l'Europe, c'est toujours plus intégré, c'est le principe. On a toujours eu des alliances avec des pays européens, enfin. Ça s'appelle des coopérations renforcées. Ah non, il y a des périodes où on n'était pas très alliés. Non, mais d'accord, mais il y avait des pays européens qui étaient alliés avec nous. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Sauf quand on avait les moyens de faire la guerre à toute l'Europe tout seul. Mais c'est une autre époque, je vous l'accorde volontiers. Oui, ça s'est pas très bien terminé. Éric Zemmour, terminé. Il nous reste 5 minutes. Après, une dernière question. Je peux continuer. Éric Zemmour, terminé. Il nous reste 5 minutes. Parce que quand vous dites défense européenne, vous oubliez que les autres n'en veulent pas. Et que pour eux, la défense européenne, ça s'appelle l'Amérique.
Et ça s'appelle l'OTAN. Donc, en cherchant à toute force, d'une défense européenne, vous poursuivez des chimères, et ça fait 40 ans que la France poursuit des chimères. Et je vous rappelle que le général de Gaulle, puisque vous parliez du général de Gaulle, avait le message exactement inverse. C'est-à-dire qu'il estimait que la France devait faire tout seul, et qu'elle devait être autonome dans l'industrie militaire. Alors vous allez me dire qu'il y a des pays beaucoup plus petits que nous qui peuvent avoir une industrie militaire digne de ce nom, et que nous, on n'a pas les moyens d'avoir une industrie militaire tout seul, et qu'on est obligé d'aller chercher en permanence des coopérations avec l'Allemagne et les autres. C'est parce que ça nous rend plus forts, c'est tout. Mais ça ne nous rend pas plus forts, ça nous rend plus faibles. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la souveraineté européenne, parce que j'imagine que vous participez de ce terme comme Emmanuel Macron, parce que de toute façon vous êtes d'accord sur tout avec Emmanuel Macron, non, presque tout. Mais non, pas surtout. Il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il ne va pas assez loin. Mais oui, voilà. La réforme des retraites qu'il ne veut pas faire, c'est une erreur. Mais d'accord. Mais parce que les mesures édulcorées sur la sécurité, c'est dommage. C'est du pragmatisme. Non, c'est des rendez-vous manqués. Mais vous connaissez ça. Et on est entre partis de gouvernement qui sommes confrontés à des réalités que vous n'avez jamais affrontées. Je suis désolé de vous le dire. Non, mais c'est bien. Une chose est de le dire sur les plateaux télé, une autre est d'avoir à prendre des décisions. Que c'est bien, vous avez joué pendant toute l'heure à « moi je suis un homme de terrain et en face de moi j'ai un idéologue ». Sauf que je vous répète... J'essaie de poser un postulat un peu différent de ce qu'on entend sur le plateau quand on est en face de vous. Bien sûr. On s'excuse toutes les 2 minutes d'avoir tort face à vous. Non, laissez-le terminer une petite phrase, s'il vous plaît. Moi, je suis désolé. Et l'homme de terrain, je vous le répète, sans idéologie ne fait rien. Il est aveugle et sourd. Et c'est exactement ce qu'est la droite depuis au moins 40 ans. Et donc, la souveraineté européenne, tout le problème, c'est que c'est un double échec. La première, c'est que les États-nations se dépouillent de certaines souverainetés fondamentales, comme la monnaie, comme la politique commerciale, comme la politique industrielle, et vous voudriez désormais qu'elle se dépouille aussi de sa politique militaire, donc tout va bien. Jamais. Mais ensuite, attendez, laissez-moi finir. Si vous parlez de défense européenne. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a un trou noir qui s'appelle Bruxelles et qui est hostile à la notion même de souveraineté. Et parce qu'elle pense que le monde post-moderne doit être régenté par le droit et le commerce. C'est ça l'idéologie de la Commission de Bruxelles. Donc, en se dépouillant de souveraineté nationale pour les mettre à un niveau plus important, avec ce fameux slogan « à plusieurs, on est plus fort et on est renforcé », qui serait vrai si on était d'accord et qu'on était vraiment à plusieurs, en fait, c'est un piège mortel, parce qu'on se dépouille d'un côté et on ne retrouve jamais nos petits avec Bruxelles et avec l'Europe. Ça part dans un trou noir et c'est le vide sidéral. Et on est nu. Et en vérité, on n'a plus rien de ce qui constituait notre puissance d'État-nation auparavant. On a envie de vous entendre sur l'Europe de la défense, sur l'Europe de façon générale. Il nous reste 2 minutes. Je suis globalement pas vraiment en désaccord profond. Moi, je pense que nous sommes mieux avec l'euro que sans l'euro. Ah oui. La période antérieure était une période de dévaluation, d'appauvrissement, de vulnérabilité. On parle beaucoup de l'hommage à M. Giscard d'Estaing. La crise énergétique pétrolière des années 70 a montré notre très grande faiblesse. On dévaluait, mais on avait une industrie, M. Copé. Oui, enfin, on dévaluait, mais on avait une industrie. Aujourd'hui, on dévalue plus, mais on n'a plus d'industrie. Non, c'est pas vrai. C'est pour bien d'autres raisons. Il y a d'autres raisons, mais il y a cette raison-là. Non, les dévaluations, quand on n'a pas d'indépendance énergétique, d'indépendance sur les matières premières, on les paye au prix fort et ça plombe le coût de nos industries. Mais ça nous permettait aussi de nous protéger contre la concurrence allemande, excusez-moi, qui là nous a ravagés depuis 20 ans. Laissez-le répondre qui pourtant à l'euro aussi, c'est donc bien la preuve que c'est pas l'euro le problème. Parce qu'il est sous-évalué pour eux, et vous le savez très bien, et que par rapport au Deutschmark, le Deutschmark serait beaucoup plus élevé. On n'a pas le même coût social, on n'a pas le même modèle social. Mais ça, je suis d'accord. Tout ça pour dire simplement qu'il y a, de mon point de vue, d'énormes points positifs grâce à l'Europe dans le domaine du commerce, dans le domaine de la monnaie, dans le domaine de politique publique que nous avons lancé ensemble, en matière de défense quand même, d'aéronautique, d'industrie, de spatial. Mais ok, vous l'avez pas vu, mais ok, très bien. Il nous reste 30 secondes, c'est une réalité. Et enfin, encore une fois, rien n'est parfait. Bien sûr que l'Europe est très énervante dans un certain nombre de domaines, mais bien souvent, elle n'est que le reflet de la lâcheté des gouvernants. Car quand ceux-ci sont d'accord sur un certain nombre de sujets, quand ils ont peur d'assumer un certain nombre de sujets, ils font croire que c'est l'Europe, alors que bien souvent, c'est nos transpositions de directives qui sont beaucoup trop zélées. Si on les remettait à la moyenne nationale, à la moyenne européenne, ce serait beaucoup mieux. Donc la vérité, c'est que nous avons cette différence-là. Je ne lâcherai jamais sur le projet européen
très conscient des faiblesses, mais considérant que l'Europe, c'est une garantie de paix. Jamais. Alors, on et a de terminé, prospérité. messieurs. Éric Zemmour, une dernière phrase. Ensuite, Jean-François Copé, un dernier mot. L'alliance Éric entre la Zemmour. droite et l'extrême droite est Absolument pas la Éric garantie Zemmour, un de la dernier paix, mot. c'est plutôt le produit de la paix. C'est ce que vous ne voulez pas voir. Et que Produit ce que vous garanti, avez... moi, ça me gêne pas. Dans les non, deux pas cas de du tout. figure, C'est la c'est paix un qui a ensemble créé rassemblé. l'Europe, c'est pas l'Europe qui a créé la paix. Merci, Mais peu messieurs. importe. Dernier mot, Jean-François Copé, on a terminé. Écoutez, dernier mot. 3 secondes. 3 secondes. Je voudrais vous offrir une citation. Je l'ai trouvée grâce à Internet. Du temps de la machine à vapeur, il n'y avait pas Internet. Absolument. Je suis tombé sur une dans phrase de votre mémoire. Victor On a Hugo. terminé. Chose vue. Je vous la donne. Mauvais éloge d'un homme que de dire son opinion politique n'a pas varié depuis 40 ans. C'est dire que pour lui, il n'y a eu ni expérience de chaque jour, ni réflexion, ni repli de la pensée sur les faits. C'est louer une eau d'être stagnante, un arbre d'être mort. C'est préférer l'huître à l'aigle. Alors c'est magnifique. Est-ce que c'est pas magnifique? D'abord c'est magnifique et chose vue Je est vous un de mes l'offre. livres de On a chevet. fini. Moi aussi. Et on a un point d'accord. Mais alors c'est très amusant que vous citiez Victor Hugo parce que c'est un autoportrait. Victor Hugo, il a été On a fini. monarchiste, il a Rapidement, été Éric bonapartiste, il a été républicain, il a été socialiste, il a tout été et il s'est trompé tout le temps en politique. Et c'est un immense écrivain. Je vous souhaite d'écrire comme lui. Alors non, ça, Messieurs- j'en serais incapable, c'est vous l'écrivain. Mais pour le Merci. reste, Je suis un comprenez nain à que côté ça de s'appelle Victor Hugo. simplement s'adapter aux réalités de la Oui. vie. Il a vécu son Oui. siècle et il l'a incarné. Merci, messieurs, pour ce débat animé. Merci d'avoir répondu au 10e de mes questions. Excellente suite de programme sur CNews. Merci d'être avec nous.